Nous allons maintenant finir cette matinée par notre dernière table ronde sur une thématique encore une fois très importante dans la vie d'une société, hein, qui est donc réussir sa levée de fonds. Donc merci Hélène d'avoir organisé cette table ronde et je te laisse maintenant la main. Merci beaucoup, Juline. Donc, bonjour à tous. Donc, Hélène Veracitz, chargée d'affaires au sein du département entreprise avec mes collègues. Et j'ai la casquette, en plus d'accompagner les entreprises, de faire le lien avec les investisseurs. Et donc, ça a été dit de nombreuses fois par Juline, CM ou Laurent. Mais voilà, on est là vraiment pour faire le lien, que ce soit avec des financeurs publics comme BPI France, qu'on fait venir voilà, tous les 6 mois pour faire des journées de permanence où vous allez pouvoir avoir le contact privilégié auprès de BPI France pour travailler sur vos dossiers. Et également, ça va jusqu'à des événements comme Invest for Biotech où vous pitchez devant des investisseurs ou des représentations à l'international. Par exemple, l'année dernière, j'ai participé à 2 conférences, forcément en digital vu la situation, pour présenter une dizaine de sociétés à des investisseurs de partout dans le monde. Donc voilà, c'est à peu près toutes les actions qu'on peut faire sur ce volet-là. Pour cette table ronde, j'ai le grand plaisir d'avoir Pierre Bellichard, qui est CEO d'Anterome, et Quentin Bernard de Structuris. Est-ce que vous pouvez démarrer par vous présenter? Alors, peut-être demander d'abord à Pierre de se présenter en premier. Oui, bonjour, Pierre Bellichard, je suis un des fondateurs d'Anterome et le directeur général d'Anterome aujourd'hui. Mon passé, je suis pharmacien de formation. J'ai fait ensuite des études de sciences. J'ai eu un PhD en biologie moléculaire. J'ai fait des post-docs, donc j'ai un profil qui ressemble pas mal à ce que beaucoup de vos chercheurs ont fait. Bon, c'était il y a quelques années, on va dire. Après, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique comme chercheur d'abord. Ensuite, je suis passé au business développement. J'ai fait le MBA de l'INSEAD à Fontainebleau. Et puis, j'ai quitté les compagnies pharmaceutiques classiques en 2002 pour travailler dans des startups en biotechnologie. J'ai commencé à quelques mètres de là où vous êtes aujourd'hui, puisque c'était au Génopole à Évry, une société qui s'appelait Urogène. J'ai participé au développement d'Urogène pendant une période assez courte, puis à sa vente. Ensuite, j'ai travaillé pour un fonds d'investissement qui s'appelle Sofinova, qui est un des plus gros fonds européens, un fonds d'investissement en biotechnologie. Et au sein de Sofinova, j'ai créé une entreprise qui s'appelait Fovea Pharma. Et Fovea Pharma était une entreprise qui s'est développée dans le domaine de l'ophtalmologie et qui a été vendue à Sanofi 4 années après sa création. Et ensuite, j'ai travaillé 2 ans à Sanofi en m'occupant des fusions-acquisitions et du business développement d'une des divisions de Sanofi. Et j'ai quitté Sanofi en 2012 pour créer Anterome, qui était une aventure intéressante, qui était un nouveau morceau de science développé par des chercheurs académiques de l'INRA et qui avait trouvé un moyen assez intelligent de comprendre la composition de ce qu'on appelait à l'époque la flore intestinale, qu'on appelle aujourd'hui le microbiote intestinal. Et donc, leur technologie est une technologie assez basique de séquençage à haut débit en shotgun de la matière fécale, donc du microbiote, en explosant toute l'ADN des bactéries, puis en reconstruisant des génomes avec des technologies de bioinformatique. Et aujourd'hui, Anterome, donc 8 ans après sa naissance, ce qui pour moi est un long challenge par rapport aux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé avant, où le retour ou la vente, le retour sur investissement pour les investisseurs ou la vente avait lieu plus tôt. Donc Anterome a le mérite de développer un portefeuille de médicaments qui a beaucoup de potentiel. Et en général, ce que l'on fait dans le domaine du microbiote a beaucoup de potentiel. Et donc, on a des levées de fonds qui ont été assez nombreuses, donc je pourrais vous en parler. Et on vient en particulier d'en terminer une il y a 2 semaines de 50 millions. Et au total, on a dû lever une centaine de millions. Donc, vous voyez que 50 millions sur un total de 100, c'est que plus les choses avancent et plus les produits avancent et plus on a besoin d'argent. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure dans la table ronde. Voilà. Donc, on développe aujourd'hui des médicaments classiques et pas des bactéries vivantes. On est peut-être une des seules entreprises qui travaillent dans le domaine du microbiote dans le monde à travailler sur des médicaments classiques. Donc, on s'intéresse plus à la fonction des bactéries qu'aux bactéries elles-mêmes. Et donc, on a des programmes aujourd'hui en clinique, en immuno-oncologie. On est en phase 2 en immuno-oncologie sur des nouveaux vaccins
thérapeutiques pour traiter des cancers. Et on travaille sur 2 types de cancers, les tumeurs solides, tumeurs des surrénales et tumeurs du cerveau, et tumeurs liquides, les lymphomes. Voilà. Et puis, on a une deuxième activité qui est toujours autour de l'immunité, mais cette fois-ci, pas l'immuno-oncologie, mais l'auto-immunité, donc les maladies inflammatoires de l'intestin. On a un programme en phase 2 chez l'homme qui est en co-développement avec une société japonaise qui s'appelle Takeda, et on co-développe ce produit donc, pour traiter l'inflammation qui est induite par des bactéries intestinales dans l'intestin de ces patients. Et puis, on a un dernier programme en auto-immunité gastro-intestinale qui est une protéine bactérienne que l'on a identifiée chez Enterum comme ayant la propriété de stimuler un récepteur humain qui est localisé dans l'intestin et de faire fabriquer à ces cellules épithéliales humaines de l'intestin de l'interleukine 10, qui est une cytokine qui induit une homéostasie immunitaire localement dans l'intestin, donc pour traiter cette fois-ci non pas l'inflammation produite par les maladies inflammatoires dans l'intestin, mais pour traiter l'origine immunologique de ces maladies. Voilà, donc on est 57, on a notre centre de recherche qui est à Évry au Génopole, et on en est très content. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Quentin, est-ce que tu peux te présenter Structuris? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Quentin Bernard, je suis un des 3 cofondateurs aussi de Structuris Biotech. Alors, nous, on est beaucoup plus petits qu'Enterum aujourd'hui. J'espère qu'un jour, j'aurai aussi tout ce palmarès à, à annoncer. Donc, de formation, je suis ingénieur en biotechnologie, l'école Subbiotech. En fait, la naissance du projet Structuris a eu lieu au sein de mes études avec mes 2 associés fondateurs qui sont tous les 2 aussi issus de cette école. Et c'est directement sur la fin de nos études et à la suite de l'école que nous avons créé la société, puisque en effet, nous avons été lauréats Shaker, du dispositif Shaker sur la première promotion du dispositif. Puis ensuite, on a enchaîné avec Booster. Et donc, le Shaker a été notre premier point d'entrée pour concrétiser en laboratoire, comme ça a été expliqué, notre idée de réaliser cette fameuse preuve de concept indispensable au développement de l'entreprise. Donc, Structuris, en fait, nous, on développe des technologies de revêtement de surface et traitement de surface industrielle à visée antibiofilm. Donc, l'idée est de lutter contre la formation bactérienne, fongique et autres encrassements biologiques sur des matériaux industriels afin d'offrir aux industriels une meilleure maîtrise des risques face aux contaminations sanitaires, mais aussi de préserver leur disponibilité et la rentabilité pour ne pas avoir et ne plus avoir recours à des maintenances curatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour lutter contre ces biofilms, ils font des maintenances souvent chimiques, toxiques et polluantes, mais qui ont aussi un coût. Et l'idée avec la techno qu'on développe, c'est de traiter les matériaux pour qu'ils bloquent l'adhésion des micro-organismes et donc vraiment d'avoir une action préventive. Donc c'est une techno qui est co-issue de la recherche académique, puisque nous, on a travaillé avec l'IEMN, donc un institut dans le nord de la France spécialisé dans les nanotechnologies. Et c'est vrai que la société, depuis son intégration au Booster et sa création en mars 2019, donc poursuit son développement. Donc on est aussi au Génopole aujourd'hui avec mes 2 associés. L'accès au Génopole a permis de cultiver, de faire grandir notre écosystème industriel. Les financements, je ne peux qu'appuyer tout ce qui a été dit et mis en avant puisqu'on a pu en bénéficier. Typiquement, Hélène qui nous accompagne sur la mise en relation avec les investisseurs, puisque aujourd'hui, on est en effet en phase de levée de fonds. On est en plein dedans, puisque un des nerfs de la guerre, c'est l'argent pour pouvoir avancer des technos et les mettre sur le marché. Donc voilà pour ma part. Tout à fait. Merci Quentin. En effet, donc voilà, deux sociétés complètement différentes, mais avec ce point commun de devoir passer par l'étape levée de fonds. Et justement, Quentin, comme tu viens de te terminer, tu es en cours de levée de fonds. Et justement, est-ce que tu peux partager avec tout le monde est-ce que il y a des difficultés que tu rencontres ou des challenges de lever des fonds en temps de pandémie? Voilà, c'est jamais très facile déjà de lever des fonds, mais en plus en pandémie, c'est encore plus compliqué. Donc voilà, peux-tu nous faire un petit retour sur ton expérience à date? Bien sûr, avec plaisir. Alors, des challenges, il y en a, indéniablement. C'est probablement même une des épreuves les plus challengeantes à laquelle j'ai fait face aujourd'hui, autant sur le plan perso que professionnel, parce que les 2 sont étroitement liés.
C'est challengeant dans le sens où il faut convaincre from scratch des gens de vous faire confiance, que ce soit pour l'investissement financier, mais même pour l'aventure globale. C'est challengeant puisqu'on va être attaqué, entre guillemets, sur de nombreux aspects du projet, la stratégie commerciale, de développement, la R&D, la propriété intellectuelle. Donc, il faut être prêt quand on démarre une levée de fonds sur tous ces points, en tout cas être prêt au mieux possible, parce que je pense que, enfin, de mon retour d'expérience, on n'est jamais totalement prêt à 100%, qu'on va apprendre des choses sur le tas, des challenges, on va nous questionner, nous pousser dans nos retranchements là où parfois on n'avait jamais été repoussé. Et donc, on va apprendre sur le moment. Et c'est aussi un des aspects qu'ils évaluent finalement, ces investisseurs. Souvent, on parle de l'humain, de l'équipe fondatrice, qui est un élément très important dans la décision d'investir. Et c'est aussi dans ces moments de challenge, des difficultés qu'on va voir, qu'ils vont voir s'ils ont face à eux des vrais entrepreneurs capables de se relever, de pivoter, de s'adapter, de répondre et de se préserver des attaques. Et donc, en ce sens, le challenge est vraiment dans cette capacité à répondre à toutes les questions, tout le questionnement qu'ils vont avoir, surtout dans des phases early stage comme la nôtre, où il y a encore beaucoup d'éléments dont on n'a pas forcément les réponses de manière très précise, parce qu'il y a encore de la R&D et du développement. Donc, il y a un peu d'intangible et il faut avoir préparé son argumentaire au mieux pour les convaincre. Niveau challenge aussi, il y en a un autre qui me vient à l'esprit, c'est de jongler avec justement ces investisseurs, puisque le but aussi va être généralement d'aller en voir de nombreux pour maximiser les chances de réussite. Et en même temps, continuer de poursuivre le développement de l'entreprise. Donc, c'est un équilibre à trouver de répartition de temps de travail qui n'est pas forcément simple. C'est pour ça qu'il faut être prêt au moment de la levée avec tous les documents, les fameux business plans, les pitch decks, son pitch, les avoir bien travaillés. Mais heureusement, dans le cadre du Shaker et Booster, on est bien accompagné là-dessus pour faire face à ces défis. Et puis, c'est être prêt aussi à faire du compromis, je pense. Enfin, en tout cas, c'est de mon expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on cherche des fonds, bien sûr, on cherche de l'argent pour avancer, mais on cherche aussi finalement des futurs associés, des gens qui vont prendre part à l'aventure, qui vont aussi nous aider sur des mises en relation de réseau, leur écosystème. Et donc, il y a cette notion de compromis, alors qui est peut-être plus ou moins importante selon les scénarios, parce que je pense qu'il n'y a pas deux cas pareils dans le monde de la startup et dans les histoires de levée de fonds, donc chaque chose est très différente. Mais c'est être prêt au compromis de stratégie, d'affinement de BP et de ce qui va être mis en place avec ces investisseurs. Donc, il faut s'accrocher. C'est un processus qui est long. L'instruction, c'est peut aller vite, mais pour rentrer en instruction, parfois, c'est long. La pandémie, elle impacte peut-être pas de manière aussi directe que d'autres secteurs, évidemment, mais elle impacte puisqu'il y a peut-être une réticence plus globale sur la pénétration du marché pour nous, parce que nous, on n'est pas dans la santé pure et dure, on est sur des secteurs très industriels, l'industrie lourde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit des grands groupes refaire des plans de restructuration RH notamment, on se dit, tiens, mais comment d'un côté, ces grands groupes potentiels clients qui doivent licencier vont pouvoir débloquer des fonds pour aider cette startup et intégrer des solutions. Donc, oui, ça impacte. Ça impacte aussi puisque le distanciel fait que il y a cette barrière de l'écran. Or, comme je viens de le dire, l'équipe est un facteur clé et on sent que c'est pas aussi simple parfois de discuter avec les investisseurs parce qu'ils ont l'habitude, et je pense que c'est normal, de rencontrer plus en présentiel parce que voilà, on a plus l'occasion d'échanger de la personne à la personne et vraiment aussi d'évaluer cet aspect humain. Donc c'est long, c'est compliqué, mais ça reste très instructif, très constructeur. Je vois le positionnement de Structuris en début de levée de fonds et où on en est aujourd'hui. Beaucoup de choses ont évolué justement parce qu'on a été challengé, ont évolué dans le bon sens. Ça nous force à progresser, à s'améliorer. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste positif pour la société. Merci Quentin pour ton témoignage. Pierre, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qu'a dit Quentin sur les challenges rencontrés? Est-ce que vous avez eu la même expérience au tout début d'Antérome? Est-ce qu'au fil des tours, on va dire, maintenant que vous en avez fait plusieurs, est-ce que c'est plus facile? Est-ce que justement avec le track record d'Antérome, c'est plus simple pour les investisseurs de faire confiance? Voilà. Comment les choses évoluent de votre côté
par rapport à votre expérience pour les levées de fonds? Je suis comme Quentin, moi j'ai envie de pleurer tous les jours. C'est compliqué, c'est un métier. Et manque de bol, on a deux métiers en même temps, c'est-à-dire qu'il faut diriger une boîte et puis il faut aussi lever des fonds. Donc j'ai clos un tour de table qui emmène ma boîte full blast jusqu'à mi-2023. Et hier, j'ai passé ma journée à faire des calls virtuels, parce que c'est la semaine JP Morgan, où d'habitude on se rencontre avec Laurent à l'aéroport pour manger un cheeseburger. Mais là, tout est virtuel, donc j'ai fait 20 meetings. Donc voilà, bon, c'est aussi intéressant quand on aime vendre sa science et sa boîte. Donc pour faire les choses extrêmement simples, voilà, je pense qu'il faut bien commencer. Il faut qu'au départ, votre science ou la science que vous avez identifiée dans un périmètre de la volonté de créer une start-up, que cette science puisse être transformable en un produit. Je suis désolé, il y a des travaux, on profite de notre argent pour je vais peut-être regarder si un grand. Je ne devrais pas en avoir pour très longtemps. On vous entend si vous vous rapprochez peut-être du Je micro. vais laisser Quentin parler, puis je reprends. Non, c'est fini. Donc, la première chose, c'est de s'assurer que derrière la science qu'on développe, il y a un produit. Alors que ce produit soit un médicament ou d'un usage différent comme ce que Quentin développe, peu importe, il faut toujours qu'il y ait un rationnel produit. Et ça, les investisseurs, c'est la première chose qu'ils regardent. Donc, moi, s'il y a une seule chose que je sais faire dans la vie, c'est ça, c'est translater une science en un produit. Et c'est ce qui m'a plu dans le domaine du microbiote, c'est que non seulement c'était nouveau, que personne n'avait fait avant, donc ça c'était excitant, mais également qu'on pouvait imaginer tout de suite quels étaient les produits qui allaient être développés. Et c'est pas trivial parce que quand je vous disais qu'on est la seule boîte dans le monde à pas développer des bactéries vivantes, c'est pas trivial. On a eu ce choix très tôt en 2012 entre deux axes qui auraient pu nous amener à des choses complètement différentes. C'est compliqué de développer des bactéries vivantes, c'est compliqué au niveau régulatory, c'est compliqué au niveau de la propriété intellectuelle, c'est compliqué de faire accepter tout d'un coup à des prescripteurs de médicaments et à des rembourseurs que les probiotiques qui étaient achetés et payés par les clients et les malades eux-mêmes vont devenir des produits à rembourser. Donc, il faut se projeter dans tout ça. Moi, la différence, c'est que je n'ai pas commencé aussi jeune que Quentin. J'avais 40 ans quand j'ai travaillé dans ma première start-up. Donc, ça vous donne une idée de l'âge que j'ai aujourd'hui. Mais à 40 ans, j'avais déjà un passé dans l'industrie pharma et dans la science et dans l'investissement, dans le business. Et j'avais beaucoup travaillé avec et au sein d'industries pharmaceutiques. Donc, je savais aussi ce dont les compagnies pharmaceutiques avaient besoin. Et ça, au quotidien, c'est même un réflexe professionnel. Je sais exactement ce que les partenaires pharmaceutiques avec lesquels je vais collaborer ou qui vont me racheter un jour, de quoi ils ont besoin et où est-ce qu'on met la barre. Donc, chez Anthérum, on a parmi nos actionnaires 4 compagnies pharmaceutiques. On a Shire, Takeda, BMS, Bristol Myers Squibb et Nestlé. Nestlé Health Science, qui est la partie pharmaceutique, développement de médicaments de Nestlé. Donc, ces gens-là collaborent avec nous, mais sont aussi présents au conseil d'administration et donc ont des desiderata qui sont très importants pour nous. Et la façon dont les équipes de Laurent Chêne à Evry développent les médicaments sont aussi drivés par ce dont les compagnies pharmaceutiques ont besoin. Donc, dans une création de start-up et une levée de fonds, il faut d'abord et surtout que vous soyez capable d'imaginer ce que votre science va donner en termes de produits. Et après, tout va bien, tout roule. Chaque étape, évidemment, des levées de fonds n'est pas plus compliquée. C'est plus facile de lever des fonds quand vous avez des résultats cliniques que quand vous démarrez. Donc, il n'y a pas une notion de difficulté qui soit liée à la quantité d'argent que vous allez lever. C'est plus sur quoi vous vous appuyez pour lever des fonds. Est-ce que vous appuyez sur des résultats, sur des promesses? Voilà, c'est ça la différence. Après, ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'investisseurs. Ça, je peux vous le dire, pour regarder ce domaine depuis 40 ans, 30 ans. Il n'y a jamais eu autant d'investisseurs. L'argent est pas facile, mais il est nombreux. Les investisseurs sont de plus en plus enclins à investir dans le domaine des sciences de la vie et de la santé. Le Covid a encore poussé cette tendance-là. Donc, on avait des investisseurs qui investissent dans les avions ou dans les hôtels, qui aujourd'hui se tournent évidemment plutôt vers la santé aujourd'hui, parce que tout le monde ne peut pas acheter de l'or et que le pétrole, ça ne vaut plus grand-chose.
Voilà, donc il y a une tendance. S'il y a des moments où on peut créer des startups ou les financer, c'est aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez envie de vous lancer, c'est peut-être le bon moment. Parfait. Merci beaucoup, Pierre, pour ce témoignage. Alors, je ne sais pas s'il nous reste combien de temps, Laurence, maîtresse du temps. Oui, alors on est en retard, hein, bien sûr, Hélène. On a un quart d'heure de retard, mais bon, si tu as peut-être J'avais juste un dernier point pour reboucler justement par rapport à la précédente table ronde où il y a eu cette discussion de, voilà, on fait le choix ou non de faire des levées de fonds ou de faire des partenariats avec des grands comptes. Est-ce que, voilà, un de vous deux voudrait intervenir sur ce sujet? Est-ce que, voilà, on peut faire les deux? Enfin, voilà, comment vous avez vu les choses? Alors très rapidement, côté structuriste, donc nous on est sur des thématiques très industrielles, on discute et on a des projets en cours avec des acteurs du monde offshore, naval, aéronautique, pour tout ce qui est problématique de biofouling et de biofilm. Par rapport au choix entre l'investisseur et le partenariat industriel, je pense que c'est dans notre scénario, une question de vision de l'entreprise, puisque le partenariat industriel reste une très belle opportunité. C'est une des manières finalement les plus véridiques d'avoir un potentiel client acheteur à la fin qui en plus va vous aiguiller sur le développement de votre produit en vue de probablement de l'intégrer chez lui et ou d'autres industriels où il n'est pas exactement compétiteur en première instance. En revanche, c'est aussi peut-être un risque, entre guillemets, de se cloisonner, parce qu'évidemment, s'il y a un investissement, notamment capitalistique d'un industriel, il va vouloir probablement avoir tendance, enfin en tout cas, nous, c'est des discussions qu'on a pu avoir et ça orientait le développement de l'entreprise. Alors, c'est pas un développement qui est moins bon ou moins intéressant, c'est une question aussi de vision et de son projet. Là où c'est vrai que des investisseurs, même s'il va y avoir une priorisation d'accès au marché, donc peut-être commencer avec un cas d'usage, puis on avance au fur et à mesure, généralement, il aura tendance à aller vers le plus parce que c'est augmenter la valeur de l'entreprise, multiplier les chances de succès. Oui. Donc, je pense que c'est aussi une question de vision, d'opportunité. Faut rester ouvert à toutes les opportunités, ne jamais insulter l'avenir, creuser toutes les pistes, puisque aussi un des challenges et une des choses dont je me rends bien compte, c'est que la levée, c'est du business et que tant que rien n'est signé, rien n'est acquis. Donc, il faut prévoir tous les scénarios et ça a le mérite au moins de creuser et d'étudier toutes ces pistes, en tout cas. Ouais. Merci beaucoup, Quentin. Pierre? Oui, je ne vais pas rajouter grand-chose. Anterom est une société, enfin, c'est une politique d'entreprise. Moi, j'aime bien faire des partenariats avec des compagnies pharmaceutiques pour deux raisons. La première, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça met la barre au niveau de ce que l'on doit atteindre en termes de qualité des produits qu'on développe. La deuxième, c'est que ça fait du cash non dilutif. Ouais. Qui n'est pas donné, c'est du cash qu'on reçoit, qui n'est pas en échange d'actions. On a perdu un gros investisseur autour de table précédent, juste avant la signature de l'investissement, parce qu'on venait de signer un accord de partenariat avec Takeda de co-développement, pour lequel on avait reçu 75 millions de dollars d'upfront. Vous imaginez qu'on avait du mal à refuser ça. On est éligible aussi à 640 millions de dollars de milestone. On avait gardé des droits de commercialisation aux États-Unis, donc on était super fiers, on était contents. Mais il y a des investisseurs qui n'aiment pas. Alors ça, c'est pareil, je vous dis tout à l'heure, il y a énormément de types d'investisseurs. Il y a des gens qui adorent, il y a des investisseurs qui adorent le fait que l'entreprise dans laquelle ils ont ou ils vont investir soit supportée par des compagnies pharmaceutiques, ça les rassure. Ça leur donne une ouverture sur une acquisition potentielle façon M&A, trade sale. Il y en a d'autres qui refusent carrément, qui préfèrent que toute la valeur soit gardée en interne. En général, ce sont dans des entreprises où il n'y a qu'un asset, il n'y a qu'un produit. Et souvent, il y a toute une race d'investisseurs qui aiment bien investir dans une boîte où il y a un seul produit. Tout le monde est aligné et va vers une seule chose. Pour Anterom, on développe un portefeuille, on a plusieurs produits dans différentes indications avec différents modes d'action, tout basé autour du microbiote, certainement, mais là, on a plus de flexibilité pour faire des partenariats avec des entreprises pharmaceutiques. Après, au quotidien, ça peut poser des problèmes parce qu'après, s'il y a des gens qui s'arrêtent, il faut le raconter. Aujourd'hui, on travaille de manière ouverte et connue avec des sociétés comme BMS, Takeda ou Nestlé, mais dans le passé, on a fait des accords partenariaux
de partenariat, je peux pas dire, avec Pfizer, avec Johnson & Johnson, des choses qui se sont arrêtées, ou AbbVie, et des choses qui se sont arrêtées, donc il faut aussi l'expliquer. Donc, quand on est privé, c'est bien, on peut expliquer les choses. Quand on est public, le marché vous sanctionne parfois. Donc, tout est possible. Je pense que c'est une question du moment. Quand elle me disait l'intelligence du moment, et est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais ça, à la fois le management de l'entreprise et les investisseurs avec lesquels on travaille sont très partie prenante dans les décisions qui sont prises. Ce n'est pas des choses que le manager peut faire tout seul. Il faut qu'il en parle avec ses investisseurs historiques pour avancer les choses. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux pour votre participation et pour tous ces conseils et ces retours d'expérience qui vont sûrement aider nos jeunes entrepreneurs présents aujourd'hui. Et bonne chance à Anterum Structuris pour le développement, la suite de vos développements. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Juline, je te laisse la parole. Oui, merci Quentin, merci Pierre et merci Hélène pour cette super table ronde qui finit en beauté cette matinée. Merci à tous d'avoir participé et assisté à cette matinée porte ouverte. Version numérique, une première pour nous. J'espère que, qu'elle vous a plu. Et n'oubliez pas, les candidatures sont ouvertes pour le shaker. N'hésitez pas à me contacter pour toute question. Voilà, vous avez les contacts de Siem, de Laurent également. N'hésitez pas à les contacter pour les thématiques qu'ils ont abordées. Je donne maintenant la parole à Olivier pour conclure ces portes ouvertes. Merci Julie. Non, rapidement, d'abord, vous remercier à tous d'avoir été là. Remercier effectivement alors d'abord effectivement nos sponsors, nos financeurs et nos partenaires. Remercier surtout les intervenants, les entrepreneurs qui ont pitché les uns après les autres. Et puis remercier quand même avant tout l'équipe, et notamment Juline qui en avait la charge, qui était un peu nerveuse, pour avoir monté cette journée-là dans des conditions qui sont un peu particulières, effectivement. J'espère qu'on en a réussi à vous donner envie, et c'est là-dessus que je voudrais finir. Pierre m'a un peu volé ma conclusion, mais quand même, globalement, en entendant tout ça, on se dit aussi que c'est peut-être maintenant le meilleur moment pour monter une biotech. Les investisseurs il n'y a pas eu de reflux de l'investissement, au contraire, en venture capital notamment. Cyril a dit des choses très intéressantes sur le fait que les grands groupes avaient aussi changé dans leur manière de travailler avec les startups. Et puis, de manière générale, moi qui viens d'un secteur un peu différent, on est aussi dans un moment où peut-être que effectivement tout cet écosystème-là d'investissement, d'appui à la progression, les acteurs publics aussi se sont rendus compte que on allait, et c'est pas méprisant de ma part de dire ça, mais on allait arrêter de miser complètement sur les boîtes qui font des applications de livraison de pizza, et que la biotech est revenue peut-être plus encore qu'elle ne l'a été ces dernières années, est revenue non seulement au goût du jour, mais sur le devant de la scène. Donc vraiment, j'espère qu'on a réussi à vous donner envie. C'est le but de cette journée, c'est le but de ce qu'on fait tous les jours, c'est ce pourquoi on se réveille tous les matins, pour vous donner envie et pour vous accompagner dans la concrétisation de cette envie. Donc, Juline l'a dit, vous avez nos coordonnées, nous, on est prêts à vous écouter, à vous accompagner et à faire en sorte que des projets merveilleux de sociétés incroyables viennent se développer, commencer et se développer à Génopole. Et merci à tous encore une fois. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Et bonne année 2021. Au revoir. Meilleurs vœux, venez nous rejoindre à Génopole, voilà. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci Bye. Pierre. Alors qui est là encore qu'on dise au revoir. Merci Marie, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, Nathalie. Au revoir Laurence. Allez Damien, merci. Un shaker promo 1 qui était là, ça fait plaisir. Merci Damien.